Mon beau-frère le dit à la table de Noël, devant tout le monde. Pas en chuchotant, pas avec la gêne d'un homme qui sait qu'il dépasse une limite. Il le dit comme on dit la température dehors, comme on annonce une évidence que tout le monde partage depuis longtemps, sans avoir eu besoin de la formuler à voix haute. Isabelle n'apporte rien. Elle n'a jamais rien apporté. J'étais assise à l'extrémité de la table, près de la porte de la cuisine, sur la chaise avec le pied légèrement de travers, la même depuis 17 ans. Mon mari regardait son assiette. Les cousins regardaient leur verre. Personne n'a levé la tête. Personne n'a dit un mot. Et moi, j'ai regardé cette chaise, ce pied tordu que je connaissais par cœur depuis 17 Noëls. Et j'ai pensé à une enveloppe crème avec un cachet de cire Bordeaux qui attendait dans le tiroir d'une étude notariale depuis 1987. 37 ans. La parcelle longeant la Saône est actuellement estimée à 3,4 millions d'euros. Gérard l'a appris un mardi après-midi en octobre. Il a lu l'acte une fois, puis il l'a relu, puis il l'a posé face contre la table et il n'a plus rien dit pendant 60 secondes. 3,4 millions d'euros. Et il m'avait appelée la dame du classement. Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. C'est encore Camille et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et laisser un pouce bleu. Cela aide ces histoires à trouver les personnes qui en ont besoin. Et dites-moi en commentaire depuis quelle ville vous m'écoutez. J'adore voir jusqu'où voyagent ces histoires. On dit souvent que la patience est la vertu des gens qui ont du temps à perdre. Je ne l'ai jamais cru. J'ai travaillé 20 ans comme clerc de notaire. J'ai traité des successions, relu des actes authentiques, contrôlé des titres de propriété rédigés avant ma naissance. Dans ce métier, la patience n'est pas une qualité de caractère, c'est une méthode. Elle sert à attendre le bon moment, pas n'importe quel moment. Le moment précis où un document posé sur une table devient irréfutable et où plus rien ne peut être dit contre lui. Ma grand-mère Madeleine comprenait cela mieux que personne. Elle était la femme la plus calme que j'ai jamais connue, calme d'une façon singulière, celle des gens qui ont déjà pris leurs dispositions et n'ont plus rien à prouver. Quand j'étais enfant, elle ne répondait jamais aux questions qu'on ne lui posait pas. Quand on la pressait, elle souriait légèrement et elle attendait que la conversation revienne à ce qui comptait. Elle avait enregistré un acte authentique en 1987. Elle ne l'avait jamais mentionné. Elle avait attendu 37 ans et la terre, elle, n'avait pas bougé d'un centimètre. Il me faut vous parler d'abord de la façon dont on devient clerc de notaire, parce que ça explique beaucoup de ce qui a suivi. On n'y vient pas par ambition spectaculaire. On y vient parce qu'on est organisé, parce qu'on a un sens aigu du détail, parce qu'on comprend instinctivement que les documents sont plus durables que les paroles
et que la précision d'une virgule peut changer la propriété d'un bien sur 3 générations. J'avais 23 ans quand j'avais commencé dans cette étude à calouer et cuire. C'était un poste modeste dans une rue calme entre une boulangerie et un cabinet d'assurance, avec des plafonds hauts et un parquet qui craquait dans un couloir précis que j'évitais certains matins quand Maître Arnaud était concentré. Je gagnais alors 1 400 € par mois. En 20 ans, j'en étais à 2 200, pas une fortune, mais une progression honnête pour quelqu'un qui avait refusé 2 postes mieux payés dans des études plus grandes, parce que la discrétion de celle-ci lui convenait mieux. J'avais appris à lire un état hypothécaire comme certains lisent un visage, instinctivement, en voyant d'abord ce qui ne va pas, puis en comprenant comment l'anomalie s'était produite et depuis combien de temps elle attendait d'être corrigée. J'avais appris que les actes authentiques rédigés avant 1990 avaient une structure légèrement différente de ceux d'aujourd'hui, mais que leur force juridique était identique, voire, dans certains cas, renforcée par leur ancienneté, parce que l'enregistrement au bureau des hypothèques s'était fait à une époque où les vérifications étaient plus minutieuses et les faux plus faciles à détecter. J'avais appris que 37 ans d'enregistrement ininterrompu créent une présomption de droit si solide qu'elle résiste à presque tout ce qu'on peut lui opposer, sauf une fraude extraordinaire qu'il faut prouver devant un tribunal et qui, en l'espèce, n'existait pas. Avez-vous déjà travaillé 20 ans dans un métier que ceux qui vous entourent considèrent comme secondaire? Vous savez alors ce que c'est, cette façon d'intégrer le regard des autres jusqu'au moment où vous réalisez que ce regard dit plus sur eux que sur vous. Cette connaissance, je l'avais acquise méthodiquement, sans que personne de la famille Renault ne juge utile de me demander ce que je savais. J'avais 44 ans au moment de la lecture de la succession. Je portais des lunettes de lecture sur une chaîne fine. Je m'habillais en bleu marine et gris anthracite, avec un seul détail de qualité que personne ne remarquait jamais, une écharpe en soie bordeaux ce jour-là, des chaussures en cuir brun véritable. Ces choses m'appartenaient, personne ne me les avait données et personne ne les avait remarquées. Il y avait eu 12 ans plus tôt un dossier à l'étude que je n'ai jamais oublié. Une femme d'une 60aine d'années était venue apporter un acte de donation immobilière enregistré en 1968, 30 ans avant la date à laquelle elle nous le présentait. Son mari venait de mourir. Sa belle famille, qui avait toujours considéré que les biens lui reviendraient naturellement, découvrait ce matin-là que la maison de campagne qu'il convoitait depuis des décennies avait été placée hors de leur portée par une donation réciproque enregistrée avant leur mariage. Maître Arnaud avait traité le dossier. Moi, j'avais préparé les pièces, vérifié les annexes, contrôlé la chaîne d'enregistrement. J'avais regardé cette femme, calme, précise, avec les mains posées à plat sur ses genoux, et je l'avais admirée sans le dire. Elle n'avait pas expliqué. Elle n'avait pas justifié. Elle avait simplement posé le document sur le bureau et attendu que le droit fasse ce qu'il était fait pour faire. Ce jour-là, j'avais compris
quelque chose que je n'aurais pas su formuler à l'époque, mais qui me semblait maintenant parfaitement clair. La préparation silencieuse d'une preuve n'est pas de la méfiance, c'est de la précision. C'est savoir que les mots s'envolent et que les actes authentiques, eux, restent. La maison familiale des Renault était une bâtisse du 19e siècle, en pierre calcaire, avec des volets gris et des plafonds à 3 mètres que Gérard mentionnait toujours aux premières visites, comme si la hauteur des plafonds était une preuve de quelque chose. Une table de salle à manger qui pouvait accueillir 12 personnes y trônait depuis des générations. Gérard présidait toujours l'extrémité opposée à la cuisine. Luc s'asseyait à sa droite. Les cousins Armand et Théo, 2 hommes dans la quarantaine, qui avaient hérité de leur père un sens aigu de leur propre importance, sans en avoir les justifications, occupaient les 2 places suivantes. Moi, j'étais au bout, près de la porte de la cuisine, avec ma chaise légèrement bancale. Pendant 17 automnes, 17 Noëls, 17 Pâques et quelques dimanches de juillet, où la chaleur rendait les conversations molles et les hiérarchies encore plus visibles, c'est cette chaise que je retrouvais. J'avais fini par connaître son déséquilibre par cœur, la façon dont elle penchait d'1 millimètre vers la gauche, et comment y compenser sans y penser. Je ne m'en plaignais pas. Je mangeais bien. Je répondais poliment aux questions qu'on me posait, et je n'insistais pas sur celles qu'on ne me posait pas. Certaines choses méritent qu'on les supporte en silence, parce qu'elles font partie d'un calcul plus long que ce qu'on peut montrer. Je le savais depuis mes 7 ans, depuis cette cuisine de Sainte-Foy-les-Lyons et une enveloppe crème que ma grand-mère m'avait mise dans les mains avec la tranquillité d'une femme qui fait une chose simple et irréversible. Elle s'était accroupie à ma hauteur, ce que les adultes font rarement, et ce geste m'avait immédiatement signalé que c'était sérieux. Elle m'avait dit « Je garde quelque chose pour toi. Ce n'est pas pour maintenant. C'est pour quand tu en auras besoin. » Gias, casta. Puis elle avait repris l'enveloppe, était rentrée dans la maison et n'en avait plus jamais parlé. Pas une seule fois en 37 ans. Elle l'avait apporté le lendemain à maître Solange Petit, dont l'étude se trouvait alors déjà dans le 6e arrondissement, et l'avait laissé là. Luc et moi, nous étions rencontrés lors d'un repas chez des amis communs, un vendredi de novembre, l'année de mes 26 ans. Il était agréable, précis dans la conversation, attentif à ce que les autres disaient, ou du moins il en donnait l'impression, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais que je ne savais pas encore distinguer à 26 ans. Nous avions commencé à nous voir régulièrement. Il m'avait présenté à sa famille au bout de 8 mois. La première fois que j'avais rencontré Gérard, c'était un dimanche de Pâques dans la maison de Calouère. Gérard m'avait regardé avec l'attention particulière qu'on accorde à quelque chose qu'on est en train d'évaluer. Il avait demandé où je travaillais. J'avais dit dans une étude
notarial à Calouer. Il avait dit « Ah, le secrétariat, je n'avais pas corrigé. Ce n'était pas du tout exact. Une clerc de notaire n'est pas une secrétaire. Pas plus qu'un greffier n'est un huissier, mais j'avais compris, à la façon dont il avait dit la chose, que la correction ne servirait à rien. Il avait déjà rangé l'information dans la case qui lui convenait. Luc nous avait mariés 3 ans plus tard, dans la même maison de Calouer, en septembre, avec des fleurs blanches sur la table et 120 personnes, dont la majorité était du côté Renault. Ma mère était venue depuis Sainte-Foy. Madeleine était assise au premier rang à droite, dans une robe grise qu'elle avait achetée exprès. Elle n'avait rien dit de particulier ce jour-là. Elle m'avait embrassée avant la cérémonie. Elle avait regardé Gérard d'un seul regard, bref, et elle avait légèrement incliné la tête. Je n'avais pas compris ce geste à l'époque. Je le comprends maintenant. Le premier signe que quelque chose se préparait m'est parvenu 3 ans avant le décès de Madeleine. Gérard avait commencé à évoquer les biens familiaux lors des repas, les propriétés de la famille, leur histoire, leur avenir possible. Il en parlait avec l'assurance tranquille d'un homme qui inventorie ce qui lui reviendra naturellement et dont la transmission est une question de temps, non de droit. Ce n'était pas de la cruauté délibérée à mon égard. C'était quelque chose de plus imperceptible. Je n'existais simplement pas dans ce calcul-là. Quand Gérard disait « la famille », il désignait un cercle précis dont je n'étais pas membre à part entière. J'avais épousé Luc, pas le patronyme Renaud dans tout ce qu'il portait d'histoire et de ce qu'il considérait comme un patrimoine naturellement transmissible entre eux. Cette distinction, dans l'esprit de Gérard, était fondamentale. Je l'écoutais parler de la maison de Calouer, de quelque part dans une SCA créée par le père de Luc et Gérard, d'un terrain dont il mentionnait l'existence sans jamais en préciser l'emplacement exact. Et je buvais mon café sans rien dire. Ce silence, je l'avais choisi depuis longtemps. Il m'était venu naturellement. La façon qu'ont certains professionnels d'écouter sans corriger quand ce qu'ils entendent n'est pas leur affaire, ou plutôt quand ils savent que le moment de parler n'est pas encore arrivé. Le deuxième signe était d'une nature entièrement différente, plus concret, plus précis, et porteur d'une information que moi seule pouvais lire correctement. En septembre de l'année qui a précédé le décès de Madeleine, j'avais reçu une lettre à mon bureau, pas à la maison, à mon bureau professionnel, dans l'étude de Calouer, avec mon nom complet et l'adresse de l'étude sur l'enveloppe. L'en-tête était celui de l'étude de Maître Solange Petit dans le 6e arrondissement. Je connaissais Maître Petit de réputation depuis plusieurs années, une notaire de 60 ans, ancienne, précise, qui avait la confiance de quelques vieilles familles lyonnaises et qui ne rédigeait pas une lettre sans en avoir pesé chaque mot. La lettre était courte, 3 lignes. Elle disait « Madame Renaud, je me permets de vous informer que l'affaire précédemment confiée à cette étude demeure en ordre et sera traitée en temps voulu. » Aucun détail supplémentaire. Aucune explication, juste cette phrase
sur papier à en-tête, avec la signature de Maître Petit en bas à droite. Elle avait dit, en temps voulu, j'avais relu cette lettre ce soir-là, chez moi, après le dîner. Luc regardait quelque chose sur son téléphone dans le salon. J'étais assise à la table de la cuisine avec la lettre posée devant moi et une tasse de tisane que j'avais oublié de boire. La phrase de Maître Petit était claire et volontairement vague à la fois. Précisément le genre de formulation qu'un notaire utilise pour dire quelque chose d'important sans le dire à voix haute. Parce que les mots à voix haute ont une façon de voyager là où on ne les a pas destinés. J'avais compris. J'avais rangé la lettre. J'avais bu ma tisane froide. J'avais lu la lettre 2 fois. Puis je l'avais classée dans mon propre tiroir, sous la lettre M, M comme Madeleine, et je n'en avais parlé à personne. Pas à Luc. Pas à ma mère. Pas à une collègue de l'étude. Certaines choses ont la forme d'une promesse, et les promesses appartiennent à ceux qu'elles concernent. Ma grand-mère Madeleine est décédée en août, dans sa maison de Sainte-Foy-les-Lyons, à 89 ans, avec la tranquillité caractéristique des gens qui avaient réglé ce qu'ils avaient à régler et n'attendaient plus que le reste. Je lui avais rendu visite en juillet. Elle était assise près de la fenêtre, dans son fauteuil dont la tapisserie était usée aux accoudoirs, et elle regardait son jardin avec cette attention paisible qu'on accorde aux choses auxquelles on tient depuis trop longtemps pour avoir encore besoin de les nommer. Nous avions bu du thé. Elle m'avait demandé si le travail se passait bien. J'avais dit oui. Elle avait hoché la tête comme si elle savait quelque chose que je savais aussi et nous n'avions pas eu besoin d'aller plus loin. Avant que je parte, elle avait mis une main sur mon bras une seconde. Un geste court. Rien d'autre. Je suis repartie avec une boîte de confiture de Mirabelle qu'elle avait préparée en juin. Elle est morte 3 semaines plus tard, par un matin de fin août, sans souffrance, selon ma mère qui était présente. Les cousins ont organisé les funérailles avec l'efficacité des gens qui savent bien coordonner les aspects pratiques et qui évitent ainsi de penser à autre chose. La famille Renaud a envoyé des fleurs. Gérard a prononcé quelques mots à l'église avec l'autorité naturelle d'un homme qui a l'habitude de représenter les autres sans leur avoir demandé leur avis. Je me suis assise au 2e rang et j'ai tenu les mains de ma mère. Et dans ma tête, toujours, cette lettre rangée dans mon tiroir de bureau. Cette phrase précise, en temps voulu. Maître Petit a convoqué la famille pour la lecture de la succession un jeudi d'octobre. Son étude se trouvait dans une rue calme du 6e arrondissement, derrière une façade haussmannienne sans signe particulier. Juste une plaque en laiton poli et une porte en chêne dont le bois sentait encore la cire sous les couches d'années. À l'intérieur, des boiseries sombres, l'odeur de l'huile de lin mêlée aux archives, une lumière filtrée par des volets mi-clos qui donnaient aux documents posés sur le bureau la teinte légèrement ambrée du miel ancien. Gérard est arrivé le premier. Il portait son manteau gris,
celui qu'il réservait aux occasions où il se sentait représentatif d'un intérêt qui dépassait sa personne. Il s'est installé à gauche. Luc est venu s'asseoir à côté de lui sans me regarder. Les cousins Armand et Théo occupaient les 2 chaises du fond. Je me suis assise à droite, seule de ce côté. Mes lunettes de lecture étaient sur leur chaîne fine autour de mon cou. Maître Petit est entrée exactement à l'heure qu'elle avait indiquée. Elle a posé une chemise sur son bureau, puis, à côté, l'enveloppe. Une enveloppe crème, épaisse, avec un cachet de cire Bordeaux sur le rabat. Je l'ai reconnue instantanément. Pas comme on reconnaît un objet qu'on a vu souvent, comme on reconnaît quelque chose qu'on a attendu longtemps sans pouvoir le décrire à d'autres. J'avais 7 ans la dernière fois que je l'avais tenu dans les mains. Le cachet n'était pas le même que dans mon souvenir. 37 ans l'avaient légèrement assombri, mais la couleur de l'enveloppe était exactement celle que j'avais gardée. Maître Petit a regardé la pièce par-dessus ses lunettes, avec la brièveté d'une personne qui connaît déjà le contenu et qui observe maintenant les visages pour voir ce qu'ils comprennent. Elle a dit, avant de procéder à la succession générale, il existe un instrument antérieur. Gérard s'est redressé. Il aimait être en avance sur les informations, toujours. Maître Petit a brisé le cachet, sorti les feuillets et commencé à lire le préambule avec la neutralité parfaite d'une professionnelle que le contenu n'affecte plus, seulement la forme et la précision. Au bout de 3 phrases, le visage de Gérard n'avait pas changé. Puis, elle a lu la description de la propriété, le nom de la parcelle, la superficie, 2,8 hectares, la commune, le bord de la Saône. Gérard a regardé Maître Petit, puis il m'a regardé. J'avais posé mes lunettes sur le bout de mon nez. J'attendais aussi. Maître Petit a levé les yeux du document une seule fois vers moi, avec la brièveté professionnelle de quelqu'un qui confirme ce que les 2 parties savent déjà depuis longtemps. Elle a dit « ce bien lui appartient ». Il lui a toujours appartenu. Luc n'a pas dit un mot dans la voiture. Sur le chemin du retour, il conduisait avec les 2 mains sur le volant, les yeux fixés sur la route, et je voyais à la tension de sa mâchoire qu'il réorganisait quelque chose dans sa tête. Des calculs, des positions, des options que je pouvais presque suivre à la façon dont son regard ne se posait nulle part. Je n'ai pas rompu le silence. Il n'y avait rien à dire qui n'aurait pas été une forme de générosité que je ne lui devais plus. Nous avons garé la voiture. Nous sommes entrés dans la maison familiale. Gérard a appelé 2 fois dans l'heure qui a suivi. Je n'ai pas décroché. La 3e fois, il a laissé un message. Sa voix inhabituellement plate, demandant que je le rappelle pour clarifier la situation. J'ai écouté le message jusqu'au bout, puis j'ai posé le téléphone sur la table de la cuisine. La maison était vide peu après. Les cousins étaient repartis directement depuis l'étude, sans un mot de sortie.
Luc était monté dans la chambre sans un mot. J'ai traversé le couloir seul, dans une maison dont le silence avait une texture différente des autres soirs, plus ferme, plus définitif. Et je me suis assise dans la salle à manger dans le noir, sur la chaise près de la porte de la cuisine, celle avec le pied bancal. Je l'ai senti pencher légèrement à gauche, comme toujours, comme la première fois il y a 17 ans et comme le dernier Noël et comme tous les Noëls entre les deux. J'ai posé mes mains à plat sur la table. Et j'ai pensé à ce que 17 ans de cette chaise avaient coûté. Pas en argent. En quelque chose de plus difficile à comptabiliser, ces petites concessions de l'amour-propre qu'on fait régulièrement parce qu'on a décidé que le long terme valait la peine d'attendre, qu'on s'invente des raisons de tenir et qu'on finit parfois par ne plus savoir si on tient par force ou par habitude. Il y avait eu un dîner 7 ans plus tôt où Gérard avait dit à voix haute devant 6 personnes que les femmes qui ne contribuaient pas financièrement au ménage n'avaient pas à avoir d'opinion sur la gestion du patrimoine familial. Luc avait répondu que c'était une façon de voir les choses, pas plus. Ce soir de novembre, assise sur ma chaise bancale, j'ai pensé à ce dîner-là. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Maître Petit. Sa secrétaire m'a dit qu'elle était encore au bureau. Sa voix, quand elle a décroché, était calme et factuelle. Elle m'attendait, comme si elle avait su que je rappellerais ce soir-là, ce soir précis. Nous avons convenu de commencer les formalités du transfert de titre dès le lendemain matin, à 9 heures. Ma grand-mère avait enregistré l'acte au bureau des hypothèques de Lyon en 1987, 9 ans avant mon mariage avec Luc. Elle avait agi seule, sans en parler à sa fille, sans en parler à ses neveux, sans en parler à qui que ce soit qui aurait pu transmettre l'information aux mauvaises personnes avant le bon moment. Elle m'avait dit une seule fois qu'elle avait fait quelque chose pour moi quand j'avais 7 ans et que je tenais l'enveloppe dans les mains sans savoir ce qu'elle contenait. Je le savais maintenant. La date de 1987 signifiait que la parcelle était mon bien propre au sens du droit matrimonial français, sans ambiguïté, sans possibilité réelle de contestation. Un bien acquis et transmis avant le mariage, enregistré au registre foncier, avec toutes les formalités requises, par donation à titre exclusif. Il n'entrait pas dans la communauté de biens. Il n'était pas saisissable dans le cadre d'une procédure de divorce. Il n'était pas partageable entre héritiers d'un tiers. J'avais traité suffisamment de dossiers de succession au cours de mes 20 ans de carrière pour savoir ce que 37 ans d'enregistrement ininterrompu représentait en termes de solidité juridique. Non pas une question soulevable, mais une réponse définitive, inscrite dans le registre foncier, opposable à tous. Madeleine avait fait les choses dans les règles, toutes les règles dans l'ordre exact. Ce soir-là, assise
seule dans la salle à manger des Renault, la chaise légèrement penchée sous moi et le noir autour, je l'ai su d'une façon concrète, irrévocable et d'une clarté étonnante, comme si une pièce avait reçu une fenêtre qu'elle n'avait pas auparavant. 3 jours après la lecture de la succession, avant que les formalités ne commencent vraiment, j'avais pris ma voiture un matin et j'étais allée voir la parcelle. Je n'y étais jamais allée. Je savais qu'elle existait. J'avais son numéro cadastral, sa localisation sur une carte, ses 2,8 hectares mesurés et documentés, mais je ne l'avais jamais vue. C'était un chemin de terre qui longeait la Saône au sud de Lyon, entre 2 champs dont l'un avait encore de la maïs dessus, sec et debout dans l'air d'octobre. La parcelle commençait là où le chemin faisait une légère courbe. Des peupliers au bord de l'eau, des roseaux au ras de la berge. Un terrain plat, ordinaire, sans traits distinctifs particuliers, le genre de terrain que vous passeriez sans le regarder si vous n'en connaissiez pas le prix. J'avais coupé le moteur. J'étais sortie. L'air sentait la rivière et la terre froide. J'avais marché jusqu'au bord de l'eau, une centaine de mètres depuis le chemin. La Saône était basse en octobre, sa surface grise et lisse sous un ciel du même gris. J'avais posé la main sur un peuplier dont l'écorce était rugueuse et humide. Et j'avais pensé, Madeleine avait été là. Elle avait regardé cet arbre ou un autre comme lui à un âge que j'aurais maintenant bientôt. Elle avait décidé que ceci, cette bande de terre plate et ordinaire au bord d'une rivière, valait la peine d'être donnée dans les règles, d'être protégée par un acte authentique, d'être confiée à une étude sérieuse pendant 37 ans. Elle avait eu raison. 3,4 millions d'euros n'ont pas l'air de grand-chose quand on regarde la terre elle-même. Ils ont l'air de tout ce qu'ils sont quand on comprend pourquoi quelqu'un a jugé bon de la tenir hors de portée. Avant que Gérard ne vienne à la maison ce samedi-là, j'avais eu, avec Maître Petit, une réunion de travail que je n'oublierai pas. Nous étions assises dans son bureau, l'une en face de l'autre, avec le dossier complet posé entre nous. Elle avait expliqué, point par point, les arguments que Gérard pourrait tenter d'utiliser et pourquoi chacun d'eux échouerait. La capacité de Madeleine en 1987, documentée et attestée par des professionnels. La nature du bien propre, définie par la loi de façon non équivoque. L'ancienneté de l'enregistrement, 37 ans, opposable à tout tiers. Elle avait dit « Madame Renaud, si quelqu'un tente de contester cet acte, il devra démontrer une fraude à l'acte authentique. Il faudra prouver que 2 témoins et un médecin ont menti, que le notaire instrumentaire de 1987 ait failli à ses obligations et que le bureau des hypothèques a enregistré un document frauduleux. Aucun tribunal ne recevra une telle demande sans preuve extraordinaire. Il n'y a aucune preuve de ce genre. Elle avait dit tout cela avec la tranquillité d'une femme qui a vu beaucoup de tentatives similaires et sait exactement à quel point de la procédure elle s'arrête. Puis, elle m'avait demandé ce que je souhaitais faire de la parcelle.
J'avais dit que j'avais 2 idées. Elle avait dit qu'elle pouvait m'aider pour les 2. J'étais sortie de cette réunion avec le sentiment particulier d'avoir enfin quelqu'un à ma gauche qui connaissait le terrain aussi bien que moi. C'est une sensation rare. Je la recommande. Gérard a engagé un notaire dès la semaine suivante. Un homme du 3e arrondissement, jeune, que j'avais croisé une fois à une conférence professionnelle. Ambitieux, rapide, et qui manquait de l'expérience nécessaire pour mesurer ce qu'il allait affronter. Il a rédigé une lettre de 4 pages contestant la capacité de Madeleine au moment de l'enregistrement de l'acte en 1987. L'argument central reposait sur l'idée que ma grand-mère, à 52 ans, aurait pu être influencée ou mal conseillée et que sa volonté n'aurait pas été pleinement éclairée. C'était une tentative raisonnablement construite pour quelqu'un qui n'avait pas lu le dossier complet. Maître Petit a répondu en 2 paragraphes. Elle a joint l'attestation de capacité originale, signée par 2 témoins et un médecin généraliste de Sainte-Foy-les-Lyons, dont la signature était parfaitement lisible, accompagnée d'un document de 1987 attestant de l'état de santé de Madeleine à la date de l'acte. Elle a également joint le certificat d'enregistrement au bureau des hypothèques avec le numéro de volume et de feuillet. 37 ans de publicité foncière ininterrompue, sans inscription de contestation d'aucune nature. La lettre du notaire de Gérard s'est arrêtée là. Puis Luc est intervenu à sa manière habituelle, pas directement, pas en me confrontant. Il a mentionné un soir, avec une désinvolture qui ne trompait personne, qu'il avait consulté un avocat spécialisé en droit de la famille au sujet du statut de la parcelle dans notre régime matrimonial. Je lui ai demandé le nom de l'avocat. Il me l'a donné avec la légère hésitation de quelqu'un qui n'avait pas prévu d'être questionné. Le lendemain matin, j'avais transmis à cet avocat la date d'enregistrement de l'acte de 1987, la définition juridique du bien propre telle qu'elle figure aux articles 1405 et suivants du Code civil, et une copie de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de donation immobilière prénuptiale. J'avais précisé que ce dossier ne présentait aucune ambiguïté et que toute action engagée à ce titre exposait son initiateur à des frais et dépens. Cette conversation s'est arrêtée également. Une semaine après l'échange avec l'avocat de Luc, Gérard s'est présenté à la maison familiale de Calouère un samedi après-midi, sans prévenir, avec la certitude des gens qui ont l'habitude que les portes s'ouvrent devant eux. Luc était là. Moi aussi. Gérard s'est assis à sa place habituelle, en bout de table, comme si nous étions en train de dîner. Il avait un dossier sous le bras. Il l'a posé sur la table et il a dit qu'il souhaitait discuter raisonnablement de la situation, que la famille pouvait trouver un arrangement équitable, que personne n'avait intérêt à des procédures longues et coûteuses. Il a dit le mot famille plusieurs fois. Il regardait surtout Luc. Pas moi.
Avez-vous déjà remarqué comment les gens qui ont le moins de pouvoir dans une situation ont tendance à être exclus du regard de ceux qui tentent encore de négocier? Je n'existais pas dans ce regard-là non plus. Même maintenant, même avec l'enveloppe et le certificat et les 3,4 millions, il parlait à Luc comme si la solution se trouvait entre eux. J'ai attendu qu'il ait terminé, puis j'ai dit que Maître Petit était mon conseil à présent et que toute question relative à la parcelle devait lui être adressée directement. Gérard a regardé son dossier, puis il l'a repris. Il est parti 20 minutes après. La porte d'entrée a fait un bruit ordinaire en se refermant. Armand, l'aîné des cousins, a essayé ensuite une approche différente. Il m'a appelé un samedi matin, avec une cordialité inhabituellement chaleureuse, pour me demander si j'avais réfléchi à ce qu'il appelait la dimension familiale de la chose. Il voulait savoir si je considérais une forme de partage volontaire, pas juridique, bien sûr, mais moral. Sa voix avait la douceur particulière des gens qui proposent quelque chose qu'ils savent ne pas pouvoir exiger. Je l'ai laissé exposer sa position pendant 5 minutes complètes sans l'interrompre. Puis, je lui ai dit que j'avais réfléchi à la dimension familiale de la chose pendant 17 ans, que cette réflexion était terminée depuis le mardi d'octobre et que l'acte de 1987 avait été enregistré précisément pour que cette conversation n'ait pas lieu. Il n'a pas rappelé. Théo, lui, n'a jamais appelé. Entre l'appel d'Armand et la tentative de Luc, il y avait eu un appel que je n'attendais pas. La mère de Luc, une femme de 72 ans que j'appelais Madame Renaud depuis 17 ans, jamais autre chose, m'avait téléphoné un soir. Elle avait une voix douce et un sens de la famille qui lui était entièrement sincère, et je lui en voulais d'autant moins qu'elle n'avait jamais été cruelle de façon délibérée. Elle avait dit qu'elle comprenait que j'ai des droits légitimes sur ce bien. Elle avait dit que la famille n'était pas en guerre avec moi. Elle avait dit que si je pouvais trouver un arrangement qui préserve la cohésion de la famille, ce serait mieux pour tout le monde, y compris pour moi. Elle avait utilisé le mot cohésion 2 fois. J'avais écouté. Puis, je lui avais dit, avec toute la douceur dont j'étais capable, parce que je ne lui en voulais pas, que j'avais préservé la cohésion de la famille pendant 17 ans en mangeant à l'extrémité d'une table sur une chaise bancale, et que cette contribution-là n'avait jamais été mentionnée par personne. Le silence qui avait suivi n'était pas hostile. Il était simplement honnête. Nous avions raccroché poliment. Je ne pense pas qu'elle ait rappelé. À la mi-octobre, Luc a fait une 3e tentative. Il m'a proposé une conversation, le mot qu'il utilisait systématiquement quand il voulait négocier sans en donner l'apparence. Il avait préparé quelques arguments sur la bonne foi de notre mariage, sur les 17 années de vie commune, sur ce qu'il appelait notre projet partagé, une expression qui m'avait frappée parce que c'était la première fois en 17 ans que je l'entendais dans sa bouche. J'ai écouté.
Je comprends l'art de laisser les gens aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont à dire, parce que les gens qui vont jusqu'au bout disent parfois plus que ce qu'ils avaient prévu. Quand Luc a eu terminé, je lui ai dit ce que j'avais dit à Armand. Et j'ai ajouté que si nous devions parler de notre vie commune, il serait préférable de le faire avec nos avocats respectifs. Il a regardé par la fenêtre de la cuisine pendant assez longtemps pour que je comprenne qu'il avait dit tout ce qu'il avait à dire, puis il a quitté la pièce. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis plusieurs mois. Un matin de la mi-octobre, le téléphone de l'étude a sonné. Ma collègue Marie-Hélène a décroché. Elle a tenu le combiné quelques secondes. Puis elle m'a regardé depuis son bureau avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Pas d'inquiétude. Quelque chose de plus proche, de la perplexité amusée. Elle a mis sa main sur l'écouteur et m'a dit à mi-voix: « Il demande à parler à la personne qui gère les contentieux successoraux. » J'ai demandé qui c'était. Elle a dit le nom. Gérard Renault. Marie-Hélène lui avait dit que c'était moi qui m'occupais de ce type de dossier dans l'étude. Il avait raccroché. Je suis retournée à mon dossier du matin, une succession ordinaire dans le 4e arrondissement, rien de compliqué. Dehors, les platanes de la rue perdaient leurs dernières feuilles avec la régularité d'un calendrier. Et la lumière d'octobre avait cette qualité particulière que j'aime à Lyon, ambrée, oblique, qui pose sur les façades de pierre calcaire la couleur précise du miel quand il a eu le temps de refroidir. Quelques jours après, Marie-Hélène m'avait demandé, avec la délicatesse qu'elle mettait toujours dans les questions personnelles, si tout allait bien. J'avais dit oui. Elle avait hoché la tête. Puis, elle avait dit, après un silence, « Tu as l'air différente depuis quelques semaines, pas inquiète, différente, autrement. » Je lui avais dit que je traversais une période de changement. Elle n'avait pas posé d'autres questions. C'est ce que je voulais dire par discrétion, pas le silence des gens qui ont peur de parler, mais celui des gens qui savent que les mots justes viennent en leur temps. Maître Petit avait programmé la signature du transfert de titre pour un mercredi de novembre. Dans l'intervalle, elle avait commandé les mises à jour cadastrales, vérifié l'absence de servitude non déclarée et transmis les formulaires requis au service de publicité foncière. J'avais eu également un dernier entretien avec elle, seule, dans son bureau, la semaine qui précédait la signature. Elle avait posé devant moi le résumé des étapes restantes et les coûts associés. Frais de publicité foncière, taxes calculées sur une valeur de 3,4 millions d'euros, honoraires de l'étude, des chiffres précis sur une feuille propre, sans commentaire superflu. Nous avions parlé pendant 1 heure. Elle m'avait recommandé 2 contacts dans l'aménagement foncier de la région lyonnaise. J'avais noté les noms sur un carnet, puis j'étais rentrée à l'étude de Caloire, où j'avais 2 dossiers en attente, et j'avais travaillé jusqu'à 19 heures. Il y avait quelque chose de profondément ordinaire dans cette journée-là. Une qualité d'ordinaire que j'avais cherchée longtemps, que la vie continue au même rythme, sans que la taille de ce qui se passe en arrière-plan ne déforme ce qui se passe au premier plan.
L'apogée n'a pas eu lieu dans une salle de réunion, avec des discours préparés et des regards prolongés. Il n'y a pas eu de confrontation attendue, pas de répliques préparées à l'avance. Le droit ne fonctionne pas ainsi, c'est ce que les gens qui n'ont jamais signé un acte authentique ne comprennent pas toujours. Le droit fonctionne par document, par tampon d'enregistrement, par référence cadastrale et par un silence final qui contient tout ce qui a été dit, réfuté et définitivement tranché. Ce mercredi de novembre, j'étais arrivée à l'étude de Maître Petit à 9 heures précises. Le ciel au-dessus du 6e arrondissement était d'un gris pâle qui annonçait la pluie pour l'après-midi, sans qu'elle soit encore là. Ce gris particulier à Lyon, en novembre, qui ressemble à une promesse tenue à contre-cœur. Je portais mon manteau marine et mon écharpe bordeaux en soie, des chaussures en cuir brun, le genre de tenue qu'on choisit parce que certains moments méritent qu'on s'y présente. Habillé, pas pour impressionner quelqu'un, mais par respect pour ce que le moment représente. Maître Petit m'attendait dans son bureau. Elle avait disposé les documents sur sa table de travail, avec la précision d'une professionnelle qui sait que l'ordre des pièces n'est pas une question d'esthétique, mais de lisibilité. Le certificat de propriété était au centre. À sa gauche, les attestations cadastrales mises à jour, le plan de la parcelle avec les coordonnées GPS et le numéro de section. À sa droite, la copie de l'acte de 1987, le numéro d'enregistrement bien visible en haut à droite. Nous avons procédé dans l'ordre. Maître Petit lisait les clauses à voix haute avec sa neutralité habituelle, celle d'une femme qui a compris depuis longtemps que sa force dans ce métier tenait précisément à ne pas laisser entendre qu'elle avait un sentiment personnel sur les affaires qu'elle traitait. Je lisais avec elle, mes lunettes sur le nez, attentive à chaque virgule. Quand elle a posé la plume devant moi, j'ai signé chaque page avec soin. J'avais apporté mon propre stylo, en laiton, fin, avec un grip en caoutchouc légèrement usé par les années. Le même stylo depuis le début de ma carrière à l'étude. Il avait signé plus d'actes que je ne pouvais en compter. Des transferts de propriété, des successions, des reconnaissances de dettes, des promesses synalagmatiques. Ce n'était pas la famille Renault qui ne l'avait jamais remarqué. C'était moi qui n'avais jamais jugé nécessaire de le leur montrer. Le tampon du service de publicité foncière était apposé sur la dernière page. Maître Petit a repris les documents dans l'ordre, les a glissés dans une chemise cartonnée, puis a placé la chemise dans une nouvelle enveloppe, crème épaisse, du même grammage que celle de 1987. Elle me l'a tendue. Je l'ai prise. Elle avait le poids que je lui avais toujours imaginé dans les mains de Madeleine. Ce poids particulier des choses qu'on sait solides avant même de les avoir ouvertes. Maître Petit avait dit en me tendant l'enveloppe, « Votre grand-mère avait raison de vous faire confiance.
Ce sont les seuls mots personnels qu'elle m'ait adressés pendant tout le temps où nous avions travaillé ensemble. Je n'avais rien répondu. Certaines choses sont plus complètes dans leur silence. C'est à ce moment que Gérard est entré dans le hall de l'immeuble. Je le sais parce que je l'ai vu en descendant les 3 marches du perron de l'étude. Il était là, dans le hall, en manteau gris, et il me regardait sortir du bureau de Maître Petit. Je ne sais pas s'il pensait pouvoir arrêter quelque chose. Je ne sais pas depuis combien de temps il attendait. Son regard est allé à l'enveloppe dans ma main. La même couleur crème, la même épaisseur, et quelque chose dans son visage a changé d'une façon que je n'aurais pas su nommer avec un seul mot, comme quand la lumière dans une pièce baisse d'un cran et qu'on ne peut pas dire exactement à quel moment ça s'est produit. Il a ouvert la bouche, puis il ne l'a pas refermée tout de suite. Pas parce qu'il avait quelque chose à dire, mais parce qu'il n'avait pas encore compris qu'il n'y avait plus rien à dire. J'ai glissé mes lunettes dans mon sac. Je l'ai regardé comme ma grand-mère, Madeleine, regardait autrefois les gens qui avaient sous-estimé une chose importante, avec une attention tranquille, sans colère, simplement en regardant. Il a détourné les yeux le premier. Au printemps suivant, j'ai vendu l'hectare sud de la parcelle à un promoteur de la région lyonnaise pour 1 100 000 € La transaction a été conduite par Maître Petit, qui avait accepté de devenir mon conseil principal pour tout ce qui concernait ce bien. Le reste de la parcelle, un peu moins de 2 hectares au bord de la Saône, avec ses roseaux au ras de l'eau et ses peupliers dont les feuilles frémissent même par temps sans vent, a été placé dans un bail agricole à long terme avec un exploitant local. Je suis allée voir la parcelle une fois, au début du printemps, avant la signature avec le promoteur. Je m'étais garée sur le chemin de terre qui longe la berge. La lumière de Mars sur la Saône avait cette façon d'être à la fois froide et généreuse. Les roseaux pliaient dans le vent léger avec une patience végétale que j'ai trouvée familière. J'ai pensé à Madeleine qui avait marché ici. J'ai pensé à 1987 et à ce qu'elle avait vu en regardant ce terrain. Pas de la valeur au sens du marché, ça, elle ne pouvait pas le savoir. Avec précision, quelque chose d'autre. La possibilité d'un avenir qu'elle choisissait de me donner avant que je sache moi-même en avoir besoin. Quand ma mère a appris la nouvelle, elle a pleuré. Pas de chagrin. Elle a pleuré d'une façon que je reconnaissais. Le pleur des gens qui apprennent que quelqu'un qu'ils aimaient avait fait une chose belle en secret et qui réalisent seulement maintenant l'étendue de ce que cette personne avait tenu à leur transmettre. Elle m'a dit, je savais que Madeleine avait fait quelque chose. Je ne savais pas quoi. Je ne lui avais pas répondu grand-chose. Il y a des moments où les mots qu'on ajouterait seraient en dessous de ce qui vient d'être dit. La chaise avec le pied bancal est toujours dans la maison familiale. Des Renault. Je n'ai rien emporté de cette maison. Il n'y avait rien là-bas qui m'appartint dans un sens qui aurait compté. Je vis maintenant dans un appartement du 6e arrondissement, 4 pièces, plafond à 2,80 m,
un parquet qui ne craque dans aucun couloir, des fenêtres qui donnent à l'est sur les toits de Lyon. Le matin, je bois mon café dans cette lumière. Elle a la qualité que j'aimais déjà dans les matins chez Madeleine à Sainte-Foy, quand j'avais 7 ans et que le monde était encore entier. Je peux marcher jusqu'à l'étude. Je l'ai fait 20 ans dans l'autre sens, depuis Calouar. Maintenant, c'est le 6e et la distance est courte. Et ça change quelque chose dans la façon d'arriver quelque part quand on sait qu'on n'a rien laissé derrière soi, qu'on regrettait. Je me suis séparée de Luc 2 mois après la signature du certificat de propriété. Je ne dirais pas que ça n'a rien coûté. Ce serait inexact. 17 ans ont le poids de 17 ans, même quand on sait depuis plusieurs années qu'ils auraient dû s'arrêter avant. Mais ce qui était à moi était à moi. Et son avocat avait compris dès octobre qu'il n'y avait aucun argument de droit familial capable de changer la nature d'un bien propre enregistré en 1987. Le reste s'est réglé avec les délais ordinaires et une tristesse ordinaire. Le genre de tristesse qu'on ressent non pas pour la fin d'une chose, mais pour le temps qu'on a mis à comprendre qu'elle était déjà finie depuis longtemps. Je ne revois pas les cousins. Armand habite maintenant Grenoble, où il travaille dans la gestion locative. Théo est resté à Lyon. Nous nous sommes croisés une fois dans une rue du 6e en février. Il a hoché la tête. J'ai hoché la tête. C'est suffisant. Il n'y a rien à ajouter entre des gens qui n'ont jamais vraiment été en relation et qui le savent maintenant clairement. Gérard, j'en ai entendu parler indirectement par ma mère qui a gardé quelques contacts dans ce cercle. Il a vendu les parts de la SCI familiale au printemps. La maison de Calouar est en vente depuis l'été. Je n'y suis pas allée. Je n'ai aucune raison de le faire et aucune envie non plus. Ce n'était pas ma maison, cela n'avait jamais été ma maison. Même quand je m'y rendais comme si c'était le cas. La parcelle au bord de la Saône, elle, est toujours là. L'exploitant agricole local qui l'utilise dans le cadre du bail a planté des légumes racines dans la partie haute, loin des roseaux. Je n'y retourne pas souvent, ce n'est pas nécessaire. Mais quand je le fais, c'est avec quelque chose que je ne savais pas encore nommer. La première fois que j'y suis allée et que je sais maintenant, c'est de la continuité. Le sentiment d'appartenir à une ligne de temps qui commençait avant moi et qui continuera après. Je pense à Madeleine la plupart des matins. Elle a enregistré cet acte en 1927 et elle n'en a plus jamais parlé. Elle a porté ce secret pendant 37 ans avec la légèreté de quelqu'un qui n'a aucun doute sur ce qu'il a bien fait. Elle a attendu que j'en ai besoin. Et quand le moment s'est venu, tout était en ordre. C'est la chose la plus calme que je connaisse. Les gens qui vous disent que vous n'apportez rien sont généralement ceux qui ne peuvent pas se permettre de découvrir ce que vous portez vraiment. Gérard a dit « Isabelle n'apporte rien à la table de Noël devant tout le monde », comme une vérité trop évidente
pour mériter une discussion. Il a découvert un mardi d'octobre que je portais 3,4 millions d'euros depuis 1987 dans une enveloppe crème dans le tiroir d'une étude notariale et que j'avais la formation professionnelle exacte pour savoir ce que cela signifiait. Est-ce que vous auriez parlé plus tôt? Ou est-ce que vous auriez attendu exactement aussi longtemps que moi? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous connaissez quelqu'un qu'on a toujours placé au mauvais bout de la table, partagez cette histoire avec lui. Merci de m'avoir écouté.